Auditeur de Ivocan Relais, Larissa Nelly. Aujourd'hui, je vous ai promis encore une perle. Je vous ai dit, je ne reçois que des perles sur mon émission. Donc, bienvenue à Ébunir et Érable. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Jean-François Kakou. Donc, souvent, peut-être, je l'appeler Jeff parce que nous, les Jean-François, souvent, on les appelle Jeff ou bien Jean-François JF. C'est bon. Ah, Jeff, voilà. Donc, connectez-vous, partagez. On va commencer. On a déjà même pris quelques minutes de retard. Donc on va commencer maintenant. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Larissa. Comment ça va? Ça va super et toi? En forme? Ça va super, super. Présente-toi à nos auditeurs. Ok, donc je m'appelle Jean-François Kakou. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi à Abidjan, à Perle des Lagunes. Puis à 18 ans, je suis parti continuer mes études en France avant d'arriver au Canada en 2012. Ça faisait suite à un séjour que j'avais fait à Montréal en 2011. J'étais venu en vacances à Montréal, puis j'avais vraiment aimé la ville. Et donc là, j'ai décidé de revenir là 1 an plus tard. Et voilà, donc j'ai évolué professionnellement à Montréal, j'ai été consultant et 7 ans plus tard, après mon arrivée, je suis devenu directeur général de la ville de Percé, en Gaspésie. Pour celles et ceux qui la connaissent, c'est une ville touristique dans l'est du Québec. C'est une ville magnifique, c'est une ville côtière, avec la montagne, la mer, la forêt et tout. Donc, j'ai eu une très, très belle expérience. Une expérience révélatrice aussi de mes compétences professionnelles, vu que j'étais directeur général de la ville. Et après mon mandat, je suis revenu à Montréal. J'ai continué de m'impliquer dans des organisations sociales, des organisations politiques. Et j'ai été président, du moins, je suis maintenant président du Salon du chocolat de Montréal. À côté de ça, j'ai fait du mentorat pour une centaine de jeunes professionnels. Je suis aussi formateur à l'École de santé publique de Montréal en gestion de la complexité et je suis administrateur de société certifiée. Aujourd'hui, chef d'un parti politique et je me présente à la mairie de Montréal. Bon, là, on a fini l'émission, on s'en va à la maison. J'ai plus de questions. Mais en tout cas, je vais dire, waouh, quel parcours. Hey. Attends, quand on te voit, oui. Mais t'es jeune. Oui. Attends, c'est à quel âge t'es parti à l'école? À 1 an ou bien? Parce que tu cites. Je suis parti à l'école comme tout le monde. Hein. J'ai eu mon diplôme d'études secondaires à 18 ans, mais c'est parce que très rapidement, j'ai commencé à travailler très rapidement. Je faisais de la consultation au départ. J'ai eu beaucoup de clients en consultation et c'est ça qui m'a permis là de développer rapidement mes compétences professionnelles, mon réseau professionnel aussi. Donc voilà, ça a été quand même je veux dire un voyage professionnel. Et aujourd'hui, je suis rendu là. Bon, gestionnaire, administrateur, homme politique, oui. Auteur, dans l'événementiel. Oui. Bon, on va dire simplement Jean-François, la clé passe, ou bien les clés passent là, une clé qui ouvre une clé. Non, je pense que chaque événement emmène vers un autre. Donc, directeur général de la ville de Percé, je reviens, je m'implique dans des organisations communautaires parce que j'ai développé ce genre de relations professionnelles et puis aussi ce désir-là dans mes missions précédentes. Écrire un livre, c'était quelque chose qui pour moi était vraiment important parce que je voulais partager au maximum de personnes ce que j'avais vécu et puis aussi
des stratégies concrètes, des techniques pour s'améliorer personnellement en tant qu'individu, pour faire grandir son réseau professionnel et puis surtout pour se dépasser professionnellement parlant. Donc, j'essaie un peu de dire, ou du moins de faire ce que je dis, quoi. Quand je dis aux gens de se dépasser, ben, je cherche toujours l'action ou l'événement qui va me permettre de grandir professionnellement et puis d'avancer. Ouais. Donc, Jean-François est venu à Montréal. Il a été, je vais dire, séduit par la ville. Il est venu en touriste, si j'écoute ce que tu dis. Et il a fait la procédure pour venir parce qu'il a été comme piqué par la ville. Donc, il vient en 2012 et puis il truc. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir, par exemple, directeur d'une ville? Est-ce qu'il y a une école pour ça? Est-ce que c'est quoi le parcours académique, par exemple? On me pose toujours la question. On me pose toujours la question. Il n'y a pas de formation type pour devenir DG d'une ville. C'est sûr que maintenant, il y a des formations à l'ENAP qui s'appellent, une formation à l'ENAP qui s'appelle Management municipal. Mais vous pouvez devenir directeur général d'une ville au travers de votre cursus professionnel normal. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire des études en management municipal. C'est sûr que c'est recommandé parce que c'est un travail qui est tellement exigeant en termes de réglementation, en termes d'intervention, de compréhension aussi de principes, on va dire quand même de base ou élémentaires. Donc, il faut quand même avoir une expérience en gestion. Moi, dans mon cas, j'avais pas d'expérience en gestion municipale, mais j'étais à l'époque conseiller de dirigeants. Je donnais des conseils à plusieurs dirigeants. Donc, c'est comme ça que je me positionne. Et puis, avec mon esprit stratégique, c'est ce qui est beaucoup recherché parfois parce que le DG d'une municipalité, c'est un conseiller stratégique, mais c'est aussi une personne qui agit dans l'opérationnel. Donc, il doit avoir les deux cerveaux, conseiller le conseil municipal sur les meilleures décisions à prendre, mais en même temps avoir le cerveau opérationnel pour mettre en exécution la vision politique du conseil municipal. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait vraiment un amour de la stratégie, de l'organisation et de la planification. Puis ça, déjà, vous avez les bonnes qualifications pour être un DG. Et puis, éventuellement, lorsque vous êtes embauché, il faut vous former continuellement, quoi. Moi, j'avoue que c'est quand j'ai regardé l'élément sur les chaînes, je pense, de Canada ou autre, que j'ai su qu'il y avait DG de ville. Oui, les gens ne connaissent pas ce poste-là en règle générale. Nous, c'est DG de société. Ville sont DG. Bon, le maire, il fait quoi s'il y a le DG? Les gens ne connaissent pas ce poste en règle générale parce que, bon, les directeurs généraux de ville sont des personnes qui sont généralement dans l'ombre. Hein. Ce n'est pas des gens qu'on va voir sous les caméras. Ce n'est pas des gens qui parlent aux journalistes. Dans les grandes villes comme Montréal, Laval et tout, le DG ne parle pas vraiment aux journalistes. Il y a des élus pour ça. Et il y a des responsables de dossiers aussi pour ça. Dans certaines petites villes, parfois, le DG va s'exprimer devant les journalistes quand il y a un projet communautaire ou quand il doit parler sur une situation, par exemple, des situations d'urgence. Moi, j'avais l'opportunité d'être beaucoup devant les caméras parce que c'était une volonté claire de la ville et puis aussi de la mairesse qui m'avait embauché. Donc, j'agissais aussi comme ambassadeur de la ville de Percé. C'est pour ça que j'ai été vraiment médiatisé et puis ça a permis d'attirer des gens de la communauté en Gaspésie, à Percé. Et voilà, donc chemin faisant, c'est comme ça aussi que les personnes ont été éduquées sur le poste de DG et que beaucoup de personnes issues de la communauté ivoirienne ou africaine ont même appliqué à des postes de DG ou se sont même posé des questions s'ils devaient appliquer à ce genre de poste-là parce qu'ils ont vu un peu que la charge pouvait être intéressante, quoi. Et puis, on a vu aussi que c'était, moi, je vais dire, j'ai vu que ça existe comme poste et j'ai vu que c'est possible en tant que femme noire, si je peux dire ça comme ça, ou homme noir, d'avoir ce genre de poste-là.
Parce que quand on voit que, ah, mais notre frère, ben, je vais dire ça comme ça, il a pu, ben, tu vas aller te renseigner pour voir, mais c'est quoi, après ici, on dit, c'est quoi que ça mange en hiver et tout. Et ben, si on veut parler de la ville de Percé dans ta carrière de directeur général, qui est vraiment une région touristique, j'ai lu que tu as pu envoyer de l'argent là-bas parce que tu as mis une taxe touristique et tout. Ah oui. Quel est ce qui t'a marqué le plus dans cette expérience-là en tant que directeur de ville? Ben, je dirais que c'est l'innovation qu'on a mise en place pour plusieurs choses. On a innové, par exemple, pour les infrastructures municipales. À Percé, comme je me le dis, on détectait les nids de poules avec l'intelligence artificielle. Quand personne ne le faisait au Canada, on a été les précurseurs de cette technologie qui est depuis son utilisation à Percé, utilisée dans plusieurs villes maintenant au Québec au travers de IVO qui aide les municipalités à innover. On a travaillé avec l'École de technologie supérieure de Montréal pour innover et puis créer une formule d'asphalte mélangée avec du plastique souple. C'est de l'asphalte qui lutte contre la pollution parce qu'il fait disparaître pratiquement le plastique là dans l'enrobé bitumineux comme on appelle là dans le goudron, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc on a développé cette technologie qui a été testée à Victoriaville. Et je dirais que c'est ça qui m'a marqué, c'est la possibilité d'innover pour améliorer le quotidien des gens et de voir que cette innovation passe un peu partout dans le Québec. Donc, il y a aussi ce sentiment de fierté qui nous anime de dire, ben voici un pays qui m'a accueilli, qui m'a donné ma chance. Puis c'est ma façon pour moi d'être reconnaissant tout simplement à ce pays-là. Je vais dire, on s'entend que quand tu es parti, tu étais dans un environnement, je vais dire, de personnes caucasiennes, donc très homogène, très fermé. Quel était, ben, tu peux me dire un défi lié, je vais parler à ta couleur de peau, quel était un des défis que tu as dû relever, parce que je vais dire, même là, je vais dire, tu étais pionnier, même là, en tant que directeur de ville. Quel était un des défis vraiment liés à toi en tant que personne personne noire? À Percé? À Percé. À Percé. À Percé, j'ai pas vraiment eu de défi relié à ma couleur de peau. Je dirais que le défi principal, c'était l'adaptation et puis aussi l'alignement au niveau de la vision. Puisque moi, je suis quelqu'un de très ouvert, de très innovant. Puis j'ai cette particularité-là à vouloir présenter de l'innovation et puis à vouloir engager tout le monde là-dedans. Donc, je dirais que le défi principal d'abord, c'était au vu de mon âge, au vu du fait que je ne connaissais pas la région, au vu du fait que je n'avais aucune expérience en gestion municipale. Donc ça a été, je dirais, les défis principaux. Il fallait que je sois capable de montrer que je peux faire la job. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, que je sois assez ouvert d'esprit pour comprendre que certaines personnes ont des habitudes et qu'on ne peut pas changer ces habitudes-là du jour au lendemain. Puis troisième enjeu, c'était vraiment la patience, quoi. Être capable d'être patient et puis de laisser ces personnes-là aussi ingurgiter toutes ces innovations qu'on allait mettre en place ou accepter ces projets-là. Puis ça prend beaucoup de travail sur soi, d'empathie, de médiation, d'échanges aussi, je dirais même d'échanges culturels, parfois sur ce que j'ai vécu personnellement en Côte d'Ivoire et puis ce que aussi j'ai pu voir dans d'autres pays que j'ai pu visiter et tout. Puis c'est comme ça qu'on crée un collège de personnes qui ont envie de se dépasser et puis de passer à un autre niveau, quoi, tout simplement. On va dire que aussi, tu étais tellement occupé à apprendre, livrer la marchandise de tout que chez nous, on dit que tu n'avais pas oreille. Ou bien tu ne voyais pas les sauts. Non. et puis, c'était pas une expérience ou un voyage statique, hein, parce que je suis rentré en poste
automatiquement, moi, j'avais une discipline et puis j'ai toujours cette discipline-là. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes mentorés. Je faisais tout pour me former chaque année. Donc, chaque année, je me formais. Je suis rentré en poste à Percé. J'ai fait un certificat à Harvard, un certificat en création de la valeur publique. C'est un certificat pour cadre. Donc, il faut déposer son dossier. Et puis, ben, j'ai été accepté là par Harvard Kennedy School. Puis, j'ai fait mon certificat là en création de la valeur publique. Donc, ça m'a permis de rajouter d'autres cordes à mon arc en tant que leader, en tant que personne impliquée aussi dans le développement de sa ville, puis quelqu'un qui était capable de penser en dehors de la boîte. Donc, c'est comme ça aussi que je donnais l'exemple à mes équipes de se former et puis de pouvoir être capable là d'améliorer le service aux concitoyens. Là. Donc, et vous avez entendu, non? Formation continue, axée sur la vision, ouvert, être ouvert. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il disait. Il dit, il y avait un partage d'expérience, un partage de culture parce qu'il était arrivé avec des gens qui avaient leur réalité. Il n'est pas venu dans la peau du leader qui dit, je viens imposer. Non, il est ouvert parce qu'il ne veut pas trop brusquer les gens dans leur... Parce qu'avant qu'ils ne soient là, les gens avaient déjà leur réalité, leur quotidien. Donc, pas venir les brusquer, mais en douceur et montrer l'exemple. Formation continue, ça paye. Quelle leçon retiens-tu de ton passage en Gaspésie et qui t'inspire encore jusqu'à aujourd'hui? Ben, c'est l'écoute. L'écoute de la population, parce que j'aurais pu arriver avec mes gros sabots et puis dire, ah, moi, je viens de la grande ville, c'est comme ça se passe là-bas, faut faire ça comme ça, nanana. Eh ben non, parce que quand tu arrives, c'est vrai que tu arrives avec un plan. Quand je me suis présenté en entretien, ben j'ai eu à présenter un plan, tout simplement à la mairesse, et c'est basé sur ce plan-là qu'elle m'a embauché. Mais quand j'ai été embauché, j'ai pas imposé le plan à mes équipes. On a refait des séances de travail, on a pris le temps de se connaître. J'ai pris le temps aussi d'apprendre le métier, de lire vraiment en profondeur, de connaître la loi sur les cités et villes, avant de commencer à prendre des décisions que je dirais à la va-vite ou sur un coin de table, quoi. Donc c'est ça le plus important, c'est vraiment d'avoir toujours à l'esprit que on rentre dans une salle, il y a des gens qui ont des idées, mais il faut aussi être capable de faire preuve d'humilité et avant de commencer à parler, de les écouter, quoi. Donc, après Percé, tu as intégré la politique municipale de Montréal et tu étais directeur général. Moi, peut-être à la fin, on va t'appeler monsieur le DG. Tu aimes beaucoup de directeurs, là. C'est collé à toi. Mais moi, je m'en vais pour être maire maintenant. Oui, c'est ça. Ça va changer un peu. Donc, en tant que directeur général du parti Ensemble Montréal, oui. Comment s'est fait le passage de Percé à Montréal? Je vais dire ça comme ça. Ben, je me suis marié d'abord et puis l'objectif c'était aussi, ben ma femme m'a rejoint parce que je me suis marié avec une Ivoirienne, donc elle m'a rejoint à Percé, donc de Abidjan à Percé, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et il y avait aussi cette volonté de découvrir un peu Montréal, quoi, aussi en termes de services. Bon, moi, j'étais habitué et puis ben, je suis un homme. C'est pas les mêmes services dont une femme a besoin. Donc, il y avait aussi cette volonté de retourner à Montréal et il y a eu cette opportunité là à Ensemble Montréal. J'ai appliqué, j'ai présenté un plan et puis j'ai été nommé là, recruté en tant que directeur général de l'opposition officielle. Donc, en fait, c'est le parti d'opposition officielle à la ville de Montréal. Donc, c'est un peu comme les numéros 2 là en politique municipale à Montréal. Et je suis devenu DG et puis voilà. Donc, il n'y avait pas eu de déclic spécifique. C'était comme en fait une continuité de vie parce qu'il y avait aussi le fait que la planification stratégique qu'on avait mise en place à Percé, beaucoup d'objectifs avaient été atteints ou on était en voie de les atteindre. Donc, je me sentais confiant là à démarrer ce nouveau chemin de vie là.
Donc là, tu mets tes deux pieds dans la politique municipale de Montréal. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as découvert dans les coulisses là, en tant que directeur général d'un parti, à travers cette expérience-là? Ben, j'ai découvert une autre facette de l'homme en politique municipale. Voilà, j'ai vu des tractations auxquelles, pas que je n'étais pas habitué, je savais qu'elles existaient, ces tractations, mais là, c'est une autre échelle. Lorsqu'on est en métropole, les enjeux sont pas les mêmes, les dynamiques de pouvoir aussi sont différentes. Il y a aussi une complexification là des relations entre les individus, entre les organisations aussi. Donc ça m'a permis rapidement de me faire une tête et puis d'avoir un peu une sorte de carte de l'écosystème politique montréalais. Fait que je dirais que c'est ça qui m'a beaucoup marqué au fait dans ce passage là chez Ensemble Montréal, c'est le fait d'apprendre au fait sur cette nouvelle dynamique. On passe d'une petite ville à une métropole de près de 4 millions d'habitants, avec 50%, plus de 50% du PIB du Québec. Donc, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est excitant. Donc, ça nous permet là de voir un peu jusqu'où on peut aller au niveau de nos compétences. Parce qu'à la fin de la journée, les personnes qui étaient des élus dans le parti étaient des personnes comme moi, là. Voilà. Donc, il n'y avait pas de différence là. Donc, c'était juste maintenant comment s'adapter à ça au niveau de mon parcours professionnel et puis aussi au niveau de mes compétences. Donc, je dirais que ça a été ça là tout au long de mon passage chez Ensemble Montréal. Aujourd'hui, tu es le chef du parti Futur Montréal et candidat à la mairie. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce pas? Genre, de directeur d'un parti à cofondateur d'un autre. Et aujourd'hui, on va dire premier noir qui veut briguer cette mairie-là. C'est quoi qui est venu dans ta tête? Alors, bon, déjà deux choses. La première, c'est que il n'y a pas eu de... Il y a eu une transition. Donc, après, Ensemble Montréal, je deviens président du Salon du chocolat de Montréal. J'ai l'opportunité de diriger un événement. Déjà, c'est une fierté pour moi en tant qu'Ivoirien, vu qu'on sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir organiser cet événement avec une équipe du tonnerre, une équipe extrêmement bien organisée. Et on a eu 10 000 visiteurs pour la toute première édition, ce qui est phénoménal, quoi. On a eu près de 12 millions d'impressions dans les médias. On est passé même à Infoman. Donc, il y a eu vraiment là de l'engouement autour de ça. Et puis ça m'a permis de découvrir cette autre facette de Montréal, qui est son dynamisme économique, la richesse de ses commerces et surtout les chocolatiers qui font partie des commerçants de Montréal là, et qui sont des Montréalais, de découvrir un peu ces produits-là et puis ces opportunités immenses qu'ils peuvent offrir là au travers de leurs différents services. Donc, j'ai commencé, on va dire, comme à m'impliquer localement. J'ai fait du mentorat, j'ai créé une communauté où je forme un peu plus de 100 personnes à s'émanciper professionnellement. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai été formateur pour l'École de santé publique de Montréal. Je suis administrateur de société certifié. Je suis aussi formateur en gouvernance pour les municipalités, pour le Collège des administrateurs de société. Donc ça m'a permis d'évoluer mentalement, professionnellement, de renforcer mon CV, comme on dit. Et il y a eu cette opportunité avec Futur Montréal de devenir le chef de Futur Montréal et de me présenter comme candidat à la mairie de Montréal. Donc, j'ai accepté après avoir consulté là mes proches. Et puis, j'ai démarré ce nouveau chapitre là le 20 août 2025. Et actuellement, on est en recrutement de candidats et tout. Donc, qu'est-ce que ça me fait d'être candidat à la mairie de la ville qui m'a accueilli il y a 13 ans, alors que je connaissais personne dans cette ville?
Ben, premièrement, un sentiment énorme de reconnaissance parce que je vois la chance que j'ai à ma disposition de pouvoir me déclarer candidat à la mairie et puis les médias en parlent. Donc ça, c'est le premier point, vraiment une reconnaissance véritable. Puis le deuxième point aussi, j'ai envie de dire une fierté pour la communauté que je représente, la communauté ivoirienne. Je disais à Edith Brou dans son podcast que les Ivoiriens sont brillants et on doit les voir, ils doivent s'impliquer, ils doivent se mettre en avant-scène. Je vois beaucoup d'Ivoiriens qui ont des postes exécutifs, qui sont des directeurs, mais qui sont en arrière-scène, qui veulent rester dans l'ombre, qui veulent pas qu'on parle d'eux. Dès qu'on parle d'eux, ils ont peur. Alors moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je veux que les gens brillent. Les gens qui ont du talent, je veux qu'ils brillent, je veux qu'ils soient resplendissants. Je veux qu'on entende parler d'eux parce qu'ils ont de la richesse à offrir, ils ont de la valeur à donner. Et ça prend des ambassadeurs, ça prend des gens qui vont aller labourer un peu le champ, hein. Ça prend des gens qui vont prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, la daba, hein, voilà, pour retourner la terre pour les autres qui nous suivent. Donc, ça, c'est le deuxième sentiment, vraiment la fierté d'être un Ivoirien qui se présente, d'être le premier Ivoirien qui se présente à la mairie de Montréal pour un parti politique municipal accrédité par Élection Québec, Élection Montréal. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très gros. Et ça nous donne véritablement l'opportunité d'avoir aussi cette représentation. Et puis c'est mon troisième point, l'opportunité de représenter beaucoup plus nos communautés dans les lieux de décision, nos communautés, mais aussi les jeunes de nos communautés qui ont cette chance de venir dans ce pays et puis de recevoir tout ce qu'ils ont reçu. Et pour moi, c'est la façon là de donner là et en représentant ma communauté et puis surtout en apportant, ça c'est, je dirais, le quatrième point, le maximum de services et de valeur aux Montréalaises et aux Montréalais dont je suis le concitoyen aussi là. Voilà, parce que je fais partie de cette belle ville et cette ville m'a énormément donné, donc c'est à moi, je pense, là, de la servir. J'avais regardé un bout d'entrevue avec un journaliste où il te posait la question, et j'ai tellement aimé la réponse, là. Il te posait la question de savoir, je vais essayer de paraphraser, là, c'est quoi un Noir qui veut se présenter? Et puis toi, tu as dit, ben, c'est un Montréalais. J'étais tellement contente de la réponse parce que, oui, souvent on a l'impression que quand les immigrants font des choses qui sont wow, quand on gagne au tennis, quand on gagne au soccer, quand on gagne dans les sports, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui gagnent dans les sports, tout sport confondu, on placarde dans les journaux, un Canadien a remporté telle chose, un Canadien a fait ça, un Canadien a fait ça. Mais quand on fait des choses qui sont pas reluisantes, là on connaît chez nous, hein. Là, on nous montre notre peau, quand on nous montre. Et j'étais tellement contente d'entendre, mais c'est un Montréalais. Je veux pas être maire des Noirs de Montréal. Je veux être maire de Montréal. Je viens être maire parce que j'ai un programme de gouvernement, un plan d'intervention, un plan d'urbanisation. Je viens vendre quelque chose. Je viens prendre par la main mes concitoyens et puis les pousser vers le haut. Je ne viens pas juste trier. Parce que si on veut regarder ça, le chef de la police de Montréal est né en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un Ivoirien. Mais on n'a jamais vu passer que non, un Ivoirien a fait ça. Non. C'est ça. C'est ça. On n'en parle pas assez. Oui. Mais c'est ça. Et le deuxième point où je te rejoins, c'est que on a des perles, on a du potentiel, mais pour les faire sortir, là. Oui, oui. Comme peut-être aujourd'hui tu as parlé, peut-être d'autres vont entendre, et puis quand je vais leur demander. L'important, c'est de répéter ce message-là pour que le maximum de personnes puissent l'entendre. Et une fois qu'ils l'entendent, qu'ils puissent poser des actions là-dessus. Parce que c'est bien d'entendre un message qui vient, qui nous réconforte, qui nous motive. Mais si on ne pose aucune action là-dessus, il n'y a rien qui va changer. Notre environnement ne va pas se transformer. Il n'y aura pas de magie là si tu ne poses pas les actions nécessaires
à ton développement personnel ou professionnel. Hein, tu vas rester la même personne si tu ne poses aucune action de changement ou de transformation. Donc, il faut qu'on écoute des messages inspirants. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient là ou qui se donnent la mission de diffuser des messages inspirants. Mais il faut aussi que les personnes qui écoutent ces messages posent des actions basées sur ces messages et puissent dire, ben, je vais y arriver, je vais foncer, je vais faire comme tel, je vais faire comme tel, je vais faire comme tel. Moi, je me suis basé sur des modèles avant de me lancer, des modèles de courage. J'ai vu des personnes qui me ressemblaient poser des actions. Et puis, c'est basé sur ça. Je me suis dit, ben, je veux poser des actions encore plus grandes parce que c'est comme ça que le mouvement avance. Mon objectif en tant que leader ou en tant que personne qui a envie d'aller de l'avant, de s'émanciper, c'est de souhaiter que les personnes qui viennent après moi fassent encore plus que moi. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. Comment définis-tu ton style de leadership? Alors, j'ai un leadership très collaboratif. J'écoute beaucoup ce que les gens disent pour me faire d'abord une tête, hein, pour cibler un peu, pour évaluer un peu le contexte. Parce qu'on vit des problèmes tellement complexes de plus en plus. Et puis, je pense qu'il faut faire la différence entre compliqué et puis complexe. Compliqué, c'est ce qu'on peut apprendre, c'est ce qu'on peut connaître. Puis complexe, c'est ce qui est émergent. Donc, c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. Et on est dans une ère où on fait face à des problèmes très complexes. Et pour pouvoir saisir les problèmes complexes, il faut expérimenter, il faut s'entourer aussi, en l'occurrence, d'experts, mais aussi il faut s'entourer de personnes qui pensent différemment de l'industrie dans laquelle on se trouve. Donc là-dessus, c'est important d'avoir un regroupement de personnes qui ne pensent pas de la même façon. Et de cette façon, c'est facile de saisir les différents angles, les angles morts, etc., pour se faire la meilleure tête, comme on dit, et prendre la meilleure décision. Il n'y a aucune décision qui est parfaite. Et à partir du moment où on sait que la décision qu'on va prendre ne sera pas parfaite, mais ça va être la plus acceptable dans le moment, c'est parce qu'on a réussi à saisir le contexte et on a réussi à s'entourer des bonnes personnes. Et on n'a pas honte parfois que ces personnes-là soient beaucoup plus brillantes que nous. Parce que des fois, malheureusement, certaines personnes ne veulent que s'entourer que des personnes qui paraissent moins éduquées ou qui sont moins compétentes qu'elles, parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur là qui travaille en eux ou en elles, où ils ont ce complexe-là de supériorité, de vouloir que tout le monde leur dise oui tout le temps. Et ça, je pense que c'est la pire chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'opte énormément sur la collaboration, l'écoute. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut écouter, il faut collaborer. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens, comme on dit au Québec, qui n'ont pas rapport, puis qui viennent là pour perdre le temps des gens. Donc, quand on est dans des situations d'urgence, bon, il faut trancher. Parfois, il faut prendre des décisions. Et là, c'est la responsabilité qui incombe au leader d'assumer sa décision et de vivre avec les conséquences. Donc, je dirais un leadership collaboratif, mais qui est capable aussi d'assumer ses responsabilités et puis de trancher quand il faut trancher. Chez nous, au quartier, on dit on marche ensemble, mais si, quand ça arrive où il doit te dire que ben, il te dit que ben, et puis on avance. Ah, il faut dire la vérité aux gens, c'est parti. Hein? C'est ça. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon stratège doit toujours garder en tête? Qui ne connaît pas toutes les réponses. Je pense que c'est la première chose qu'un stratège doit avoir. Parce que ça peut paraître fou, mais le rôle du stratège, c'est de planifier. Hein. Donc, c'est de faire, on va dire, comme un inventaire de potentiel des situations qu'on peut traverser. C'est ça, en fait, un stratège. C'est toutes les situations qu'on est capable de traverser ou qu'on est susceptible de traverser, mais il doit être capable là d'avoir ça dans son esprit. Sauf qu'il ne pourra jamais avoir toutes les combinaisons. Il ne pourra jamais avoir toutes les combinaisons. Donc, la première chose qu'un stratège doit avoir à l'esprit,
c'est qu'il ne connaît pas toutes les réponses et qu'il y aura toujours un angle mort. Mais son rôle, c'est de réduire cet angle mort-là. C'est ça qui fait la différence entre un bon stratège et puis un mauvais stratège. Un bon stratège est capable de réduire l'angle mort. Ça veut dire que quand il y a une situation qui arrive, on a la capacité ou les moyens de pouvoir réduire l'impact de cette situation sur l'organisation ou sur l'équipe ou sur les finances, bref, sur tout ce qui peut être critique à l'organisation. Alors qu'un mauvais stratège, c'est quelqu'un qui assume naturellement qu'il a couvert tous les angles et il oublie l'angle mort. Donc, il ne se prépare pas au coup, puis parfois le coup est violent. Donc, c'est ça. Je dirais, c'est quelqu'un qui est capable là d'avoir aussi cette humilité-là pour se dire, ben, en fait, je sais que je ne connais rien, quoi. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes issus de la diversité qui veulent s'engager dans la vie publique? Développe ton réseau rapidement. Parce que si tu veux t'engager dans la vie publique, ce n'est pas exclusivement basé sur tes compétences techniques ou professionnelles. Ça en fait partie, c'est une équation. Ou je veux dire que c'est comme un tout. Donc, il y a ton profil personnel, ton profil professionnel, ton réseau professionnel, et puis ta volonté là de véritablement servir les autres. Parce qu'on ne s'engage pas dans la vie publique pour gonfler son ego, on s'engage dans la vie publique pour servir les autres. Et il y a quelque chose qui est important à savoir lorsqu'on s'engage dans la vie publique. On ne te dira pas merci. On ne te dira pas merci, au fait. Donc, si tu recherches de la reconnaissance, si tu recherches des merci, la vie publique n'est pas faite pour toi. Les gens vont toujours te garder sur tes talons, toujours dos au mur, et ils vont toujours demander beaucoup plus que ce que tu ne peux apporter qu'en tant qu'être humain, en fait. Et je dirais même, j'irais plus loin, parfois on attend même que les gens qui sont dans la vie publique soient comme des dieux, en fait. Et je vous dis, j'ai vu des choses là, parfois, il pleut, c'est la faute de la mairesse, il neige, c'est la faute de la mairesse. Ah, il y a des problèmes. À plein de problèmes, c'est la faute de l'élu. Mais parce que tu es élu, au fait. C'est un mot qui est fort. Le monde s'est assis. Ils ont dit, toi, tu vas faire ce que nous, on ne veut pas faire, on ne peut pas faire. Donc, on te donne tous les pouvoirs. Décide. Donc, toi, ton esprit, c'est que tu rentres là-dedans pour servir. Tu rentres là-dedans pas pour des merci. Tu rentres là-dedans parce que tu sais à l'intérieur de toi que tu as été construit, constitué pour servir les autres. Et ça, c'est le point le plus important à avoir. Donc, au-delà de la compétence professionnelle, au-delà des compétences sociales, au-delà du réseau professionnel, si la volonté de servir n'est pas là, oublie la vie publique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le service public. C'est le vrai terme, c'est le service public. Donc, on appelle ça le service public parce que il faut servir les autres. Mais on ne le fait pas parce qu'on attend des reconnaissances. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Ne nous méprenons pas. Il peut y en avoir. Mais il y a aussi de très fortes chances qu'il n'y en ait pas. Mais le travail qu'on doit fournir ne doit pas varier entre la reconnaissance et puis le manque de reconnaissance. On doit rester neutre, au fait. Si on reçoit de la reconnaissance, tant mieux. Si on n'en reçoit pas, tant mieux. Continue de faire le travail. Hey, dans les commentaires, là, on dit « J'aime ce que j'entends ». Hey, je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est un live à main levée. Il n'avait aucune question. Le canevas, si vous suivez, ceux qui suivent d'habitude, là, ils savent, c'est pas le canevas, là. Poteau. C'est à main levée. Chez nous, on dit c'est fa-fa. Ça sort comme ça sort. Donc, moi-même, je suis assise, je souris seule parce que ce que j'entends, j'aime.
Parce qu'il me parle aussi. Donc, j'espère qu'il vous parle et que vous prenez de la graine de ce qu'il est en train de dire. On espère qu'il est en train de s'aimer quelque chose pour nos futures personnes publiques qui vont éclore dans toute la communauté. Quelle est ta vision pour Montréal? Ben, ma vision pour Montréal, c'est une ville qui écoute les Montréalaises et les Montréalais, parce que ce que j'ai remarqué déjà en tant qu'individu, ce que j'entends aussi des personnes qui m'entourent, c'est que Montréal est en train de se dégrader. Elle est en train de partir un peu à la dérive. Et moi, j'aime ça, hein, de dire que Montréal est sexy. C'est une belle ville. Voilà, c'est une belle ville, c'est une ville qui est magnifique. Donc, on ne peut pas laisser cette ville-là se détériorer. On voit que malheureusement, dans certains coins de rue, il y a de la saleté, il y a des enjeux au niveau de l'itinérance à Montréal. Il y a le coût de la vie qui explose à Montréal avec le prix des loyers qui est exorbitant, la congestion dans les rues, la difficulté de circulation, les chicanes sur la route entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite. Tous ces problèmes-là, c'est un amalgame, mais je veux dire que c'est comme un peu une accumulation au fil des années, ben, parfois de gestion moins rigoureuse, de laxisme, de manque d'écoute, ou d'une vision avec des œillères là de Montréal en disant ben Montréal est une ville qui doit ressembler à ça, point final, et puis on ne prend pas en compte les désirs ou les besoins véritablement des Montréalais. On voit là en politique municipale, vu que je suis beaucoup impliqué, je l'ai vu, il y a eu des consultations publiques qui n'ont pas été respectées, où les citoyens ont dit quelque chose et puis l'administration fait carrément l'inverse ou le contraire. Donc, on se pose des questions, quoi. Mais est-ce qu'il y a encore une démocratie? Est-ce qu'on écoute vraiment? Donc, je pense que le premier point, et je disais ça récemment en entrevue, on m'a demandé, oui, vous dites que vous êtes progressiste et tout. J'ai oui, dit ouais, mais progressiste, c'est beaucoup de gauche et tout ça. J'ai dit non, 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 non. Pour nous, le progrès, à l'heure où on parle, c'est d'écouter les Montréalaises et les Montréalais. Pour nous, c'est ça le progrès. C'est là où on est rendu, en fait. Donc, pour nous, c'est d'avoir déjà une ville qui écoute les Montréalaises et les Montréalais. Deuxième point important, c'est une ville efficiente, c'est-à-dire une ville qui utilise bien ses ressources pour offrir le meilleur service possible. Et puis, troisièmement, c'est une ville qui rayonne au niveau économique et à l'international. Fait que ma vision pour Montréal, c'est vraiment ça, une ville qui écoute, une ville efficiente, c'est-à-dire qui est capable de faire plus avec les moyens qu'elle a à sa disposition, et une ville qui rayonne au niveau international et puis au niveau économique. Pour nous autres qui n'habitons pas à Montréal, Montréal égale cône orange. Je me dis, si on prend le map ouais. Où on voit les trucs là, si tu vas sur Montréal, que tu as grandi, c'est ça seulement, c'est orange. C'est orange. Il y a beaucoup de cônes orange à Montréal. Nous autres, notre vision, c'est que les cônes orange diminuent. Diminuent ou disparaissent. Les gens veulent que les cônes orange disparaissent. Bon, il faut sortir aussi de la magie. Hein. On va pas sortir une baguette magique de notre chapeau et puis les cônes orange vont disparaître du jour au lendemain. C'est un outil qui est utilisé dans les travaux pour prévenir des enjeux de sécurité, pour réguler la circulation. Et je suppose que de leur couleur, ils ont été choisis de cette couleur pour qu'on puisse bien les voir. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et au fil des années, Montréal a eu cette image de marque qui s'est développée avec pratiquement un deuxième logo qui est le cône orange. Mais ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer. Nous, quand on nous a posé la question sur justement, parce que c'était à l'occasion là
d'un chantier fantôme qui avait été découvert, ben, on avait dit qu'il fallait être capable de faire en sorte que déjà, premièrement, les unités d'affaires de la ville de Montréal qui font des travaux soient capables de se parler, ou les unités d'affaires de la ville de Montréal qui sont en relation avec des constructeurs ou des promoteurs éventuellement, soient capables de se parler, d'échanger et de mieux planifier les travaux qu'il va y avoir sur l'île pour éviter justement des doublons ou pour éviter des surcharges là, de travaux dans certains endroits. Puis ça crée de la congestion. Et parfois, là, les Montréalaises et les Montréalais ne sont même pas au courant qu'il y a des travaux. Je crois que c'était cette année, il y avait une enquête qui est sortie qui disait que 60% des Montréalais n'étaient même pas au courant quand il y avait des travaux. Donc, des fois, là, tu vas recevoir un petit prospectus dans ta boîte aux lettres pour dire qu'il y a des travaux, mais le monde peut prendre ça et puis jette, ils pensent que c'est de la publicité, etc. Donc, les Montréalaises, les Montréalais, parfois, ne sont même pas au courant qu'il y a des travaux. Donc, tu peux être là, tu tournes au coin de ta rue, boum, il n'y a plus de stationnement parce qu'il y a des travaux où la rue est bloquée, tu ne peux plus circuler. Puis ça, c'est une réalité. Donc, il faut être capable, premièrement, de se parler et puis de recenser les travaux qui vont y avoir, donc les travaux majeurs qui vont y avoir au courant de l'année, avoir une discussion claire avec ces personnes-là et donner les permis de façon stratégique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut mieux informer la population avec des nouveaux outils qui sont capables de les rejoindre plus facilement et leur expliquer qu'il va y avoir des travaux. Voici l'impact que ça va avoir. Voici l'enjeu que ça va représenter sur la circulation. Comme ça permet de préparer les Montréalaises et les Montréalais aux travaux qui vont se faire et de baisser le niveau de stress qu'il va y avoir vis-à-vis des cônes oranges ou bien même des travaux là qui se superposent et tout ça. Donc, tout est vraiment dans la pédagogie, dans l'adaptation, dans la présentation des projets, dans l'explication du pourquoi aussi de ces projets, parce que c'est leur argent. Des fois, quand ce sont les travaux de la ville, c'est l'argent des Montréalais. Bon, quand ce sont des travaux privés, c'est autre chose. Mais c'est important qu'ils sachent ce qui se passe et pourquoi. Et ça va leur donner une nouvelle vision et ça va permettre de réduire le niveau d'anxiété et puis aussi le niveau d'énervement vis-à-vis des travaux et tout ça. On va parler un peu d'une autre corde à ton arc, auteur conférencier. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire le parcours, un voyage émotionnel et inspirant? Ben, c'était la volonté de partager, premièrement, avec des personnes qui me ressemblent, donc de ma communauté, des jeunes aussi professionnels, aspirant à des positions de leadership ou qui ont envie de se dépasser, mon expérience, en tirer des leçons concrètes, qui seraient capables d'appliquer ça dans leur vie de tous les jours. Et puis aussi, un peu comme un remerciement au Québec, au Canada, qui m'ont ouvert la porte et qui m'ont donné ma chance. Donc, apporter de la valeur, premièrement, à ma communauté, aux jeunes, aux personnes moins jeunes, mais qui ont envie de se dépasser, qui sont ambitieuses et qui veulent savoir comment manifester cette ambition. Et deuxièmement, dire merci au Québec et au Canada pour la chance que j'ai pu avoir là, de pouvoir venir ici et puis de pouvoir me développer professionnellement, alors que je n'avais pas eu cette chance-là dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, Jean-François a écrit un livre, je suis en train d'essayer de l'épingler, qui s'appelle « Le parcours : un voyage émotionnel et inspirant ». Il est disponible en format e-book pour ceux qui veulent l'écouter, qui n'aiment pas trop lire, sur Amazon à, je pense, 16, 17 $ plus taxes. Ouais, disponible chez Renaud-Bré, chez tous les livreurs, les librairies, à 21,95 plus taxes en moyenne. Oui. C'est un très bon livre. Donc, allez voir aussi, allez lire. Et puis, on va voyager aussi dans son parcours parce que je sais qu'il y a des gens qui se demandent, mais comment à un si jeune âge, il arrive à faire tout.
Et si moi, je veux embarquer, comment, où je commence et tout, ben, on a l'opportunité qu'il a laissé des écrits pour qu'on puisse aller tricher un peu. Donc, allons prendre le baki dans le livre. Yes. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase inspirante pour la relève, quelle serait-elle? Ne t'arrête jamais de rêver. Ne t'arrête jamais de persévérer. Ne t'arrête jamais d'être curieux et ne te décourage jamais. Donc, ne t'arrête jamais et ne te décourage jamais. Yes. On est des anéos. Quand il fait pour lui en français, là, moi, il ajoute pour moi dessus. Quand tu veux te lancer ou démarrer une opportunité, la seule chose que tu peux entendre, c'est des non. C'est tout, là. Il n'y a personne qui va te tuer parce que tu veux lancer une opportunité ou tu veux lancer une initiative. Oui, tu peux échouer et tu vas échouer. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de valeur? Pas du tout. Au contraire, cet échec va t'apprendre des choses. Cet échec va te permettre de te remettre en question. Et cet échec va te montrer aussi les choses que tu dois améliorer, parfois dans ton caractère, parfois dans tes relations, et puis tu vas devenir une meilleure personne. Je vais prendre une question dans les commentaires. Quelle est la proposition de Futur Montréal sur la question de l'itinérance d'une part, de la sécurité dans les transports publics d'autre part? Alors, je vais répondre à la question sur les transports publics. L'itinérance, on va sortir notre mesure d'ici la semaine prochaine. On était déjà intervenu sur la sécurité au centre-ville. Et notre objectif, nous, on avait, parce qu'il faut faire d'abord un distinguo entre l'itinérance et puis les enjeux de sécurité qu'on peut voir parfois au centre-ville de Montréal. Donc, vu qu'on a une question sur la sécurité dans les transports publics, je vais aborder la sécurité dans un angle beaucoup plus général. Nous, on est tolérance zéro vis-à-vis de l'insécurité et puis la délinquance. Donc, notre objectif, c'est de créer une escouade tolérance zéro en donnant beaucoup plus de financement aux services de police de la ville de Montréal pour intervenir sur les enjeux de sécurité qu'on peut avoir au centre-ville parce que le fait d'avoir des personnes qui viennent traumatiser les commerçants, extorquer les commerçants, mais ça fait fuir les gens du centre-ville de Montréal, ça réduit les investissements et ça crée un peu cette ambiance-là de vitres brisées qu'on peut voir au centre-ville où il n'y a personne qui est là parce que, bon, il y a des endroits et malheureusement, ce sont des squats et c'est ce qui m'emmène justement au deuxième point là de sécurité. Parfois, on a des propriétaires qui ont des bâtiments qui les laissent vacants et ces bâtiments-là deviennent des squats. On a des gens qui viennent, ils mettent des graffitis. Ça complexifie énormément le travail des policiers. Ça contribue malheureusement parfois au trafic de stupéfiants et tout. Alors nous, notre politique, elle est très claire. Si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Donc, on va exproprier les propriétaires qui n'entretiennent pas leur bâtiment ou leur terrain et qui sont situés au centre-ville. On va les exproprier pour des raisons de sécurité publique et on va pouvoir là mettre à disposition là ces bâtiments à des personnes qui vont l'utiliser de la bonne façon. Ensuite, au niveau des transports publics, notamment dans le métro, notre objectif, c'est d'augmenter la présence de caméras et d'agents de sécurité à l'intérieur du métro, mais aussi de changer les accès du métro en ayant des portes beaucoup plus grandes, un peu comme on en voit à New York. Donc, ce sont des portes qui se bloquent et c'est plus des tourniquets au fait. Parce que les tourniquets, les gens peuvent les sauter. Les portes là, à moins que tu sois un esprit, ça va être un peu difficile de passer au travers. Donc, ça, c'est un peu l'objectif de pouvoir empêcher parfois, malheureusement, les délinquants qui se font poursuivre par la police de s'échapper dans le métro ou de s'échapper dans les transports publics facilement. On veut mettre des systèmes de sécurité là qui vont permettre de bloquer les accès et puis, comme j'ai dit, augmenter
la présence là, des agents de sécurité et de la police dans le secteur du centre-ville. Donc, j'espère que ça répond à la question. Sur la question de l'itinérance, on va ressortir parce que c'est une mesure qui est beaucoup plus complexe et puis qui englobe plus de détails. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je pensais que c'était important de répondre sur la question des transports publics. Si, là, on est en train, si vous avez des questions, posez-les en commentaire parce que notre live est en train de finir, là, tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite. Une question en lien avec la diaspora ivoirienne. Selon toi, que manque-t-il à la diaspora ivoirienne qui réside au Canada pour mieux se structurer? Je pense que la diaspora ivoirienne, premièrement, devrait avoir réalisé d'abord sa valeur, hein, chaque individu, et puis être capable là, de valoriser de façon stratégique cette valeur-là. C'est-à-dire que avoir des groupes, je pense qu'il y a des associations hein, des Ivoiriens du Canada, je crois qu'il y a l'Association des Ivoiriens du Canada. Donc, c'est de renforcer les activités dans cette association, mais surtout de s'impliquer. Par exemple, l'Association des Ivoiriens du Canada pourrait organiser des activités d'implication sociale. Ça peut être dans des organisations d'impact communautaire, parce que, bon, les organisations politiques, on ne peut pas embarquer l'Association des Ivoiriens du Canada dans une organisation politique, ce serait vraiment trop partisan, mais les Ivoiriens eux-mêmes peuvent le faire personnellement, là, dépendamment de leurs valeurs, de leurs aspirations, et puis de ce qu'ils voient dans le parti qu'ils ont envie de rejoindre. Toutefois, l'association des Ivoiriens du Canada peut mettre en place des initiatives qui sont des initiatives communautaires. Elle peut mettre en place des collaborations avec d'autres organismes communautaires locaux au Canada et puis au Québec. Et ça permet de créer des ponts entre les cultures, entre les nations et puis aussi les Ivoiriens avec la société d'accueil. Donc ça, je pense que ce serait le premier point pour se structurer. Le deuxième, c'est d'encourager les jeunes Ivoiriens et les jeunes Ivoiriennes qui arrivent au Canada à rapidement s'impliquer au niveau communautaire, s'impliquer au niveau public, s'impliquer au niveau social, s'impliquer sur des conseils d'administration pour pouvoir rapidement saisir comment fonctionne la société d'accueil en termes de gouvernance, en termes de travail, en termes de développement professionnel. Et puis, troisièmement, je pense que ce serait bon de créer aussi des programmes de mentorat entre les membres, mettons, de ces associations-là, Association ivoirienne du Canada, et puis des personnes de la société d'accueil. Parce que une organisation n'a pas le même poids ou le même pouvoir qu'un individu. C'est beaucoup plus facile pour une organisation de recruter différents mentors de différents paliers gouvernementaux ou de différents espaces là, de la société civile ou du service public ou du secteur communautaire et les mettre en lien avec 1, 2, 3, 4, 5 jeunes Ivoiriens qui viennent d'arriver et qui va les aider rapidement à se mettre en forme, à avoir un bon CV, à apprendre c'est quoi, comment fonctionne le marché du travail, tout ça dans le but de s'émanciper. Donc, je pense que ces trois mesures-là pourraient permettre de mieux structurer, je veux dire, les Ivoiriens et puis toujours garder à l'esprit que un pour tous, tous pour un. Je lis un commentaire là, c'est la volonté de se mettre ensemble autour d'objectifs communs. On parle de réaliser sa valeur et valoriser ses membres, s'impliquer socialement. On parle de s'impliquer pour saisir le fonctionnement de la société, mettre en place du mentorat avec des organisations à différents paliers. Donc, à chaque fois que tu dis quelque chose qui est comme une clé pour eux, ils mettent en commentaire. Ça va permettre aussi à ceux qui viennent après de lire et de comprendre. Comment on fait pour collaborer avec toi? Si par exemple, il y a des gens qui nous suivent, qui sont peut-être de Montréal ou hors de Montréal, qui sont intéressés par ce que tu dis leur parle. Comment ils font s'ils veulent collaborer? Je sais vraiment pas comment la politique municipale fonctionne.
Mais comment ils font? Ben, ils peuvent devenir membres de Futur Montréal. C'est 25 $ par année et ça permet, premièrement, quand tu deviens membre de Futur Montréal, ben, de participer à nos rassemblements généraux qu'on organise, de participer à notre congrès annuel des membres qu'on va organiser aussi l'année prochaine. Donc, on aura un rassemblement général cette année en octobre. Dans ce rassemblement général, on va présenter notre plateforme politique générale pour la ville de Montréal. Puis ça permet aussi aux membres de voir la vision de leur parti. Et comme j'ai dit, deuxièmement, c'est de participer au congrès annuel des membres parce que le congrès annuel des membres, c'est un événement très important pour un parti où on présente les différentes politiques ou les réorientations ou les orientations. Et là, les membres votent sur ces politiques-là pour dire oui, on fait confiance au parti et on a envie que vous continuez à pousser cette vision de transformation de Montréal. Ça permet aussi de s'impliquer, d'être en contact avec les élus du parti pour leur donner des idées, pour qu'ils puissent améliorer leur gouvernance. C'est aussi un peu le cerveau social du parti. Et le dernier point, ça permet là de pouvoir s'impliquer socialement et puis de commencer à comprendre rapidement les rouages de la politique municipale. Donc, c'est sur le site futurmontréal.com. Vous cliquez sur devenir membre et je pense que ça vous emmène directement là sur la page là. C'est une page là qui est marquée Zephy. Et puis, vous pouvez là obtenir votre carte de membre. Donc, le fait de l'obtenir, ça va permettre de recevoir l'invitation pour notre prochain rassemblement général. Et puis, si vous n'êtes pas à Montréal, ben, vous pourrez visionner là le replay du rassemblement général. Et puis, ça va vous permettre aussi de pouvoir pousser notre vision d'atteindre la mairie de Montréal, quoi, tout simplement. Là, quand tu parlais, je suis allée un peu sur le site de Futur Montréal. Je vais juste poser une question rapide. Il y a trois cases. Il y a devenir candidat, devenir membre, devenir bénévole. Est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est dans tes codes, là, c'est quoi devenir candidat, c'est quoi devenir membre, c'est quoi devenir bénévole? Devenir candidat, c'est tout simplement se présenter aux élections municipales. Donc, si vous avez la nationalité canadienne, que vous résidez dans la ville de Montréal, puis là, je précise, il y a une différence entre la ville de Montréal et l'île de Montréal. Une vraie différence, là. Parce que sur l'île de Montréal, il y a plusieurs villes. Il y a Dorval, il y a Dollard-des-Ormeaux, il y a Beaconsfield, il y a Hampstead, il y a Westmount, il y a Montréal-Est, Montréal-Ouest, et il y a la ville de Montréal aussi. Donc là, je n'ai même pas cité toutes les villes qu'il y a sur l'île de Montréal. Okay? Parce qu'au départ, il y a eu une fusion entre les villes qui étaient sur l'île de Montréal et puis après, il y a eu ce qu'on appelle une défusion. Donc, il y a des villes qui ont décidé de se séparer de la ville de Montréal. Et puis, dans la ville de Montréal, il y a différents arrondissements, donc Saint-Léonard, Ville-Saint-Laurent, Anticartierville, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, bref, j'en passe, il y en a 19, Sud-Ouest, la Chine et tout ça. Et donc, si vous vivez dans un de ces arrondissements et que vous êtes Canadien, vous êtes potentiellement éligible à devenir candidat aux élections municipales. Et là-dessus, vous pouvez décider d'être candidat comme maire d'arrondissement ou conseiller de ville ou conseiller d'arrondissement. Parce que la ville de Montréal a 2 niveaux de gouvernance. Il y a ce qu'on appelle la ville-centre et siège sur le conseil de la ville-centre le maire de Montréal, les maires d'arrondissement et les conseillers de ville. Et puis, il y a ce qu'on appelle les conseils d'arrondissement et siège sur les conseils d'arrondissement le maire d'arrondissement, le conseiller de ville de l'arrondissement et le conseiller municipal, le conseiller d'arrondissement de l'arrondissement. Voilà. Et le maire de Montréal, lui, son arrondissement, c'est Ville-Marie. Donc, devenir candidat, c'est se présenter aux élections municipales avec le parti Futur Montréal. Donc, si ça vous intéresse, il y a un formulaire d'application. Vous pouvez envoyer votre CV et puis vous allez être contacté là par le directeur du parti qui va vous passer un entretien et puis vous proposer là une candidature si jamais vous êtes
en adéquation avec les valeurs du parti et puis vous avez envie de vous impliquer. Devenir membre, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, il n'y a pas d'engagement et puis c'est confidentiel, mais ça permet de soutenir la vision parce qu'il y a une adhésion de 25 $. Nous, on utilise cet argent pour embaucher, faire de la publicité pour faire connaître notre message. Donc, ça nous aide énormément, ce 25 $ là. On peut toucher une quarantaine, cinquantaine de personnes avec 25 $ et ça nous permet de faire sortir notre message. Mais au-delà, il y a des avantages concrets avec ça parce qu'en étant membre du parti, vous avez un pouvoir de décision à l'intérieur du parti, notamment sur la vision, les politiques du parti. Puis ça vous permet de suivre un mouvement qui est là pour être une alternative concrète à Montréal. Devenir bénévole, c'est aider au fait au niveau de la campagne. Par exemple, actuellement, c'est la campagne municipale. Donc, le fait de s'inscrire en tant que bénévole, ben, on va des fois vous appeler pour faire du porte-à-porte ou faire ce qu'on appelle un peu de l'envoi de messages sur les réseaux sociaux pour parler du mouvement, pour parler de la candidature ou pour partager parfois les vidéos qu'on fait, mettons, dans les groupes et tout, des appels aussi téléphoniques. Bref, aider là au niveau de la campagne municipale pour qu'on puisse gagner les élections parce que une campagne municipale, ça se gagne aussi, comme je l'ai mentionné, avec de l'argent, mais aussi surtout avec des bénévoles qui sont motivés. Donc voilà, c'est les trois points là au niveau de Futur Montréal. Donc devenir membre, devenir candidat, devenir membre et puis devenir bénévole. Donc, ça veut dire que Futur Montréal, c'est un parti de Montréal seulement. Genre, ça touche pas Québec, ça touche pas les autres villes. Ça touche non, c'est un parti municipal. Ah, ok. C'est pas comme chez nous là-bas. Hein. Ici, municipal a son parti. Oui, ici, il n'y a pas de lien. Ok. Il n'y a pas de lien entre les partis municipaux, les partis provinciaux et puis les partis fédéraux. C'est pas comme, mettons, en Côte d'Ivoire où le PDCI va présenter des gens à la mairie, va présenter des gens aussi députés et puis va présenter des gens à la présidence. Non. Ici, c'est pas comme ça. En France aussi, ils font ça. Mais ici, là, chaque palier de gouvernement a son parti. A ses partis. Oui. Il n'y a pas de relation. Il peut y avoir des alliances. OK. Il peut y avoir des alliances entre le parti libéral, le parti libéral du Québec, le parti libéral fédéral, et puis éventuellement certains partis politiques municipaux. Il peut y avoir des alliances, donc ils cèdent pendant les élections, mais ils ne vont jamais le dire publiquement, là. Voilà. Ah, okay. C'est juste de l'échange de bénévoles, c'est la mise à disposition de compétences ou parfois de ressources. Parfois, c'est les mêmes personnels qui bougent d'un cabinet à l'autre. Donc ça, on le voit, mais c'est plus ou moins officieux parce qu'il y a un alignement idéologique parfois entre les formations politiques, mais ce n'est pas des choses qui sont coulées dans le béton. Tout dépend de la vision des chefs et puis de la vision politique du moment. Est-ce qu'il y a une question, parce que là, on est en train de partir à notre fin, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et qui t'a attendu, mais c'est pas venu? Franchement, je crois que tu m'as posé toutes les questions, hein? Il n'y a pas fouillé. C'est les questions bérétiques. Il ne pas fouiller. Non. Écoute, on a parlé de ma vision pour Montréal. J'étais très ouvert là-dessus. Les gens peuvent voir même d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Tu sais, je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Mon objectif, c'est vraiment de contribuer au bien-être de cette ville et puis de me donner à fond pour elle. Et puis après, c'est aux Montréalaises et aux Montréalais de décider parce qu'ils sont souverains, parce que c'est leur ville. Et puis à la fin de la journée, la personne qui va être choisie, ben, elle devra tenir sa parole, tout simplement. Je vais te demander de faire 2 messages. Habituellement, je demande un message. Okay. Mais cette fois-ci, je vais te demander de faire 2 messages. Okay. C'est ton mot de fin, donc ton message de fin. Donc, le premier message sera adressé à la communauté ivoirienne du Canada parce que, attends, bon, je vais prendre la dernière question dans les commentaires avant de trucs. Comment appréhendes-tu quand on lui fait comprendre qu'il n'est pas québécois et a cette ambition?
comment tu appréhendes le fait qu'on te faille comprendre que tu n'es pas québécois et tu n'es pas québécois, mais tu as cette ambition-là d'être maire au Québec? Je pense que c'est ce qu'il a écrit. OK, ben moi, je suis québécois. C'est tout. Donc, il n'y a personne qui peut me faire comprendre que je ne suis pas québécois. Je suis québécois. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit en face, hey, toi là, tu n'es pas d'ici, et puis tu veux venir nous montrer tes choses que tu connais tout. Oui, mais c'est son point de vue. Récemment, même, il y a une personne qui nous a dit ça dans la rue, mais c'est son point de vue. Est-ce qu'on peut empêcher les gens d'avoir leur point de vue? Non. Moi, je ne peux pas rentrer dans la tête de l'individu pour dire, hey, veux-tu changer ta façon de penser, là? Non, pas du tout. Mais si lui, il estime que moi, je ne suis pas québécois, mais ça, c'est son problème. C'est lui qui voit. C'est tout. Mais moi, je sais que je suis québécois. Voilà. Je suis même gaspésien, même. Ouais, voilà. L'homme de percer. Voilà. L'homme de percer qui est en train de percer. Voilà, je suis ivoirien, français, canadien, québécois, gaspésien, montréalais. Voilà. Citoyen du monde. Voilà. On peut nous ça comme ça. Comment on dit en Côte d'Ivoire? Non, non, il n'y a personne qui peut me faire croire que je ne suis pas québécois, là. Oh, tu es l'homme Nzassa. Donc, là, je vais plus prendre, désolé s'il y a des questions, on va plus prendre. Peut-être qu'on va avoir Jean-François quand il sera maire de Montréal, peut-être. Pourquoi pas. Donc, je disais, je voulais que tu fasses 2 messages. Donc, ça, c'est un privilège que je te donne. Un message de fin aux Ivoiriens du Canada, qui est comme, on va dire, ta communauté d'origine. Et un message aux Montréalais. Donc, 2 messages de fin pour toi. Un message aux Ivoiriens du Canada. Oui. Et un message aux Montréalais. Oui. C'est toi qui décides de sur quel bord tu veux nous envoyer, mais tu as 2 messages à faire. Ah, OK. C'est ton message de fin. D'accord. Parce qu'on a fini notre... Ah, ben, merci beaucoup pour l'opportunité. Mais je dirais aux Ivoiriens du Canada, impliquez-vous. C'est votre pays. Vous l'avez choisi. Il vous a choisi aussi. Vous avez fait toutes les démarches pour venir ici. Vous êtes passé par un processus d'immigration quand même rigoureux, avec bon nombre de documents à fournir, de frais à débourser. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour faire un stage que vous êtes venu ici. C'est pour démarrer une nouvelle vie. Et je pense que cette nouvelle vie, elle se développe par l'implication, par l'ouverture d'esprit, par le désir de vouloir apporter quelque chose de meilleur. Il y a la devise de l'Ordre du Canada, c'est Desirantes Meliorem Patriam. C'est il désire une patrie meilleure. Donc, c'est ça le Canada. C'est cette richesse-là qui vient du monde entier et qui veut se mettre ensemble pour un avenir meilleur. Donc, c'est pour les Ivoiriens du Canada, c'est d'adopter cette vision-là le plus vite possible et ne pas attendre et puis avoir des regrets, rester dans son coin ou rester dans sa communauté. Non, ouvrez-vous, allez visiter le Canada en entier, visitez toutes les provinces, apprenez-en sur les provinces et mettez surtout ce don que vous avez à disposition de la patrie qui vous a accepté. Maintenant, pour les Montréalaises et les Montréalais, ben c'est d'avoir une nouvelle vision, en fait, de notre ville. Une vision qui ne représente pas l'ancienne garde, qui ne représente pas, j'ai envie de dire, les politiciens expérimentés de carrière qui veulent garder leur position, mais surtout des gens qui veulent se mettre à contribution, qui veulent véritablement aider cette ville-là à s'améliorer, qui veulent régler des problèmes, qui veulent être aussi des médiateurs, des conciliateurs, des personnes qui écoutent, qui rassemblent et qui se disent, voici la meilleure solution, voici le chemin qu'on va emprunter et puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer tous ensemble. Donc, c'est de choisir, je dirais, un maire
qui a envie véritablement qu'il soit heureux. Je pense que c'est ça. Mais c'est surtout, et ça c'est le point le plus important, de ne pas laisser quelqu'un d'autre prendre cette décision à notre place. Et ça se passe par mettre son devoir civique sur la table, donc faire valoir son devoir civique, sortir et puis aller voter. C'est très important. C'est l'exercice le plus important. C'est l'exercice démocratique le plus important qui prend le moins de temps possible. On refuse que quelqu'un change notre playlist de musique dans notre voiture, mais on ne prend pas le temps d'aller voter pour quelqu'un qui va changer notre vie et notre ville. Donc, je pense que c'est la question à se poser et puis c'est le chemin à emprunter, quoi. Donc, j'ai terminé avec la phrase « Désirons une meilleure patrie, ouvrez-vous, mettez vos dons au service du pays qui vous accueille. » Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Jean-François pour son ouverture. Je dis, j'ai vu dans le Journal de Montréal comment on appelle ça, il se présentait à la candidature. Je l'ai cherché sur Facebook. J'ai envoyé un message. Il a accepté tout de suite. Et puis, pour ça, je dis merci pour son ouverture parce que il pourrait dire, mais moi, toi, t'es qui? On te connaît où et tout. Et non, il a accepté volontiers, direct. Et puis, c'est quelqu'un de bien qui m'a vraiment aujourd'hui édifié. J'espère que vous aussi. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain avec une autre perle. Comme je vous ai dit, ici, c'est pas de la Kamlops. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis encore, merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Nelly. Prends soin de toi et puis bye bye tout le monde. Bye.